Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Cette semaine, on vous présente le Hyundai Ioniq 9 et avec le Kia EV9 qui a déjà une longueur d'avance sur notre marché, on se demande si l'élève ne pourrait pas dépasser le maître. Le Guide de l'auto, une présentation d'Antirouille Métropolitain recommandée par CAA Québec. Évidemment, Gabriel, que l'Ioniq 9, c'est la réponse au succès de l'EV9 chez Kia. On savait d'emblée qu'on allait le lancer parce qu'il y a plusieurs années de ça, on avait dévoilé le Concept 7 au Salon de l'Auto de Los Angeles et c'est extrêmement fidèle au véhicule que tu conduis aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est une tendance maintenant dans l'industrie automobile. Lorsqu'on développe un véhicule concept, souvent le style est très proche de celui du modèle de série qui va suivre. Et c'est tout à fait le cas dans ce cas-ci avec le Concept 7 et le Ioniq 9. Toujours est-il que pour ce qui est du design de ce véhicule-ci, je le qualifierais peut-être de rétro-moderne. C'est un véhicule, évidemment, il y a le motif pixel qui est très présent. Ça, c'est typique des véhicules à motorisation électrique de Hyundai. C'est un véhicule aussi qui est long, hein? S'il fait 2 pouces de plus que le EV9. Et selon moi, c'est un véhicule qui est un peu plus agréable à regarder en personne, là, plutôt que sur photo. Donc, évidemment, le design, c'est peut-être l'aspect le plus polarisant de ce véhicule-là. Il y a des gens qui vont beaucoup aimer ça, d'autres moins. Surtout en vert. Ouais. Parce que le vert ne plaît pas à tous. Et sachez d'ailleurs que cette année, au Guide de l'Auto, vous allez voir beaucoup de vert dans l'émission parce qu'on dirait que c'est la nouvelle couleur tendance de cette année. Et c'est la même couleur que le Concept 7 lorsqu'on l'avait dévoilé. On est resté fidèle à ça également. Il faut aussi savoir que cette version Ultimate Calligraphy, elle est présentée de façon monochrome avec roue de 21 pouces. Mais si vous optez pour une version inférieure, bien là, vous allez avoir couleur contrastante avec des pourtours d'ailes, des bas de caisse qui seront noirs. Alors, c'est une présentation qui est complètement différente avec des jantes de plus petit diamètre. À l'avantage de l'autonomie, il faut le savoir, parce qu'ici, évidemment, on ne l'annonce pas officiellement, mais en 21 pouces, forcément qu'il y a un petit peu plus de résistance au sol, donc l'autonomie qui est affectée négativement. Autonomie qui est quand même de 500 km, c'est pas vilain. Et ça, c'est dû au fait qu'évidemment, ce véhicule est élaboré sur une nouvelle génération de la plateforme eGMP de Hyundai. Et donc, il a une capacité de batterie de 110 kWh. C'est beaucoup plus que la plus grosse batterie là, du Kia EV9. Qui est à 99,8 kWh. Exactement. Alors, beaucoup plus, oui, toute chose étant relative, mais ça permet d'aller chercher un meilleur rendement, plus d'autonomie, avec un véhicule qui est plus aérodynamique aussi. Oui, parce qu'on est à 0,27 pour ce qui est du coefficient aérodynamique. Tu sais, le Kia EV9, il y a un look un peu que je qualifierais de Stormtrooper de Star Wars. Avec le Ioniq 9, on est ailleurs avec des formes qui sont beaucoup plus fluides et ce coefficient aérodynamique là, qui le reflète aussi. J'ai l'impression que ça pourrait moins bien vieillir, par contre, que le look de l'EV9 qui va passer plus facilement l'épreuve du temps. Ça, c'est moi. On verra dans le futur. Mais toujours est-il qu'Hyundai a un véhicule très audacieux, très efficace sur le plan aérodynamique aussi. Et ça, c'est tout à son honneur pour un véhicule aussi imposant que celui-là. Donc, la version que l'on conduit ici, c'est la version haut de gamme. Donc, la configuration à 2 moteurs, 422 chevaux de puissance totale, 516 livres-pieds de couple. Tout ça pour un véhicule qui pèse quand même 2700 kilos. Là, c'est assez lourd, merci. Mais il y a évidemment d'autres versions de ce modèle qui est le Ioniq 9, dont une version à moteur unique aussi. Oui, version propulsée à 215 chevaux. Ça risque de ne pas être très rapide. On annonce un 0-100 km/h en 9,4 secondes. Évidemment que c'est pas aussi impressionnant que ce qu'on a ici, mais ça permet d'aller chercher un peu plus d'autonomie, 539 pour un véhicule qui est forcément beaucoup moins cher. Et l'entre-deux, c'est la version à 2 moteurs, mais à 303 chevaux, où là, on va avoir 515 km d'autonomie annoncée. Alors, la nuance n'est pas très grande, mais évidemment, il y a des gens qui vont vouloir aller chercher la totale. Et j'ai l'impression que chez Hyundai, on va vendre probablement plus de versions de grand luxe en proportion que de modèles d'entrée de gamme propulsés qui sont peut-être un peu moins bien adaptés à notre marché, quoique on s'est rendu compte qu'un électrique aussi lourd, propulsé dans nos conditions, ça peut quand même faire un très bon boulot. Pour ce qui est de la recharge, ce qu'il faut vraiment spécifier, bon, premièrement, il y a le port de recharge qui est NACS, le fameux port de recharge Tesla, qui est maintenant de plus en plus commun là, sur les véhicules à motorisation électrique. Cette batterie peut accepter un courant jusqu'à 235 kW. Donc, une recharge en 24 minutes de 10 à 80 % sur une borne
qui est capable de livrer un courant aussi élevé. Ouais. Et évidemment, sur une borne conventionnelle de niveau 2, à peu près 9h30 de recharge à domicile. Et c'est la raison pour laquelle les gens ne verront pas de contraintes majeures à se procurer un véhicule comme celui-là. Parce que l'autonomie et la vitesse de charge, ça demeure l'enjeu principal d'un véhicule familial qu'on utilise au quotidien. Et l'impact du froid sur ce véhicule-là n'est pas si dramatique. On peut imaginer que ça va ressembler à ce qu'on a comme impact avec un Kia EV9 et on a constaté une baisse d'autonomie d'à peu près 30 au cours de la dernière saison lorsqu'on a testé le V9 de façon un peu plus prononcée. Là, on est dans des conditions idéales. Évidemment, on est capable de faire plus de 500 km sur une seule charge, mais évidemment, tout dépendant de la période de l'année et des pneus que vous utilisez aussi, parce qu'en chaussant le véhicule de pneus d'hiver, plus grande résistance au sol et ça affecte l'autonomie négativement. Ça aussi, ne l'oubliez pas, là. Alors, au volant, ce que l'on aime, évidemment, c'est l'accélération initiale qui est vraiment très, très franche. Ouais. Ça, c'est les moteurs électriques qui livrent leur couple instantanément. Et c'est à peu près tout ce que l'on peut vraiment aimer pour ce qui est de la conduite de ce véhicule-là, parce que c'est pas un véhicule qui est très, très engageant à conduire. Non. Tu as beaucoup de masse, donc on sent le poids dans les virages, une direction qui n'est pas très, très communicative non plus. Donc, c'est pas véritablement un véhicule d'agrément de conduite. Le seul agrément, en fait, c'est le confort de roulement et le silence qui règne à bord. Bon, évidemment, du verre acoustique, ça aide pour beaucoup, mais aussi, dans les pneus, ils ont mis en fait des inserts en mousse pour rendre les pneus plus silencieux aussi, parce qu'on sait que dans un véhicule électrique, comme on n'a pas vraiment de bruit de moteur à essence, évidemment, on entend souvent un paquet de petits bruits, dont les bruits de roulement sur la chaussée. Donc, on a vraiment mis le paquet ici pour rendre le véhicule très confortable et très bien insonorisé aussi. Tu conduis l'Ioniq 9 en ce moment, tu constates que c'est extrêmement raffiné. Comment comparerais-tu ce véhicule-là, par exemple, à un Volvo EX90 qui coûte 30, 35, 40 000 $ de plus? Bien, je te dirais qu'il n'y a pas vraiment de comparaison. Celui-ci, il y a vraiment tout ce que l'on rechercherait justement dans un véhicule de luxe. Évidemment, la grosse dalle numérique, comme toujours ici sur la console, les touches pour le système de chauffage, climatisation, les autres touches pour accéder à toutes les autres fonctionnalités. Il y a un seul élément qui détonne complètement, selon moi, dans cet intérieur, et c'est cet élément qu'on a placé sur la planche de bord côté passager, qui ressemble à une table en formica des années 50. Ouais, moi, ça me donnait un avant-goût de ma future pierre tombale. Fait que, je sais pas où on est allé chercher ça, ce graphique-là. C'est pas très élégant. Personnellement, je repeindrais ça, mais c'est effectivement le seul élément distinctif ou décoratif à bord de cette version qui ne me plaît pas, parce que sinon, le niveau de finition... Bon, évidemment, on n'a pas la dynamique de conduite d'un X90, ni la puissance, mais on a l'autonomie, on a le luxe, le confort, le raffinement, l'attention aux détails. Tantôt, tu parlais des pneus qui sont insonorisés. Je peux te parler aussi du système audio, du système multimédia, de l'accessibilité à la troisième rangée, de l'espace qu'on va retrouver à bord de ce véhicule-là. Il y a des avantages partout par rapport à chez Volvo, même au niveau de la garantie. Là, tu peux regarder ça comme tu voudras. Évidemment, on n'a pas une emblème aussi prestigieuse, mais il n'en demeure pas moins que quand tu regardes le produit pour ce qu'il est, Hyundai te sert un véhicule de grand luxe à prix relativement compétitif. Là. Et c'est véritablement ça, peut-être l'élément le plus important de ce véhicule, c'est ce rapport équipement-prix, raffinement-prix pour ce créneau-là. Et aussi la plus grande autonomie, là. Ça aussi, c'est un facteur important. Tu crois que la garantie prolongée, c'est juste pour les voitures neuves? Détrompe-toi! Certaines protections couvrent les véhicules d'occasion et ça peut aller jusqu'à 12 ans. Le gars, il est en train de tester le confort des sièges et je pense qu'il a l'intention de prendre une petite pause avant qu'on fasse notre chronique. Hey, c'est-tu pas agréable, ça? Des sièges qui s'ajustent, mais aussi qui viennent faire une espèce de massage dans le bas du dos. Ça, c'est de la technologie au service de l'utilisateur.
Ça, après un 5 heures à Salut Bonjour, ça fait du bien. Hein? C'est dangereux. Ouais, c'est ça. Bon, évidemment, Mathieu, tu as 3 enfants. Oui. Tu es propriétaire d'un VUS, toi aussi. Tu as besoin d'espace, de commodité. Que penses-tu d'un véhicule comme celui-là qui t'offre des sièges capitaine à la 2e rangée, te forçant à utiliser la 3e rangée? Bon, je veux dire, comme je dis aux enfants, on dit pas j'aime pas ça, on dit c'est pas ma préférence. OK. Et en ce moment, c'est sûr que c'est un peu injuste de comparer ce Ioniq 9 Calligraphy à mon EV9 Win qui est, mettons, le 2e d'entrée de gamme. Oui, c'est ça. Beaucoup plus luxueux, beaucoup plus d'ajouts et d'options dans ce véhicule-ci. Des sièges blancs aussi, pratique pour les enfants? Ouais, voilà une autre couleur que j'aurais évité. Je n'ai pas pris, moi, la configuration 2-2, mais bien 3-2 dans mon véhicule Ouais. pour différentes raisons. Parce que je voulais avoir une place supplémentaire, mais aussi parce que je voulais pas le système électrique des sièges à l'arrière. Ouais. As-tu vu la vitesse à laquelle tout ça doit s'incliner? Non, les enfants, on embarque, pèse sur le piton, clac, on y va. Ouais, mais t'as le temps, je te regardais te faire masser tantôt. Ouais, c'est ça. Profite-en. Oui, j'en profite là. Mais quand j'étais avec les 3, ça bouge vite. Ouais. Je voulais de l'espace. Mais cela dit, les options qui sont ici sont au service, bien sûr, du confort de l'utilisateur, mais aussi des passagers. C'est des bancs qui sont ventilés, des bancs qui sont chauffants. Donc, j'apprécie ce genre d'innovation-là, mais pour l'instant, pour mes besoins de père de 3 enfants, c'est pas exactement ce qu'il me fallait. Là, évidemment, tu reconnais plusieurs paramètres, plusieurs écrans que Ouais. tu vas retrouver aussi dans ton véhicule. Il y a quand même des distinctions ergonomiques. Bien, premièrement, l'écran, même s'il est très similaire au niveau des dimensions et bien sûr au niveau de l'interface, Ouais. c'est à peu près pareil, il est courbé vers moi. J'apprécie beaucoup. On avait une espèce de fenêtre aussi ici à la droite du volant qui était obstruée pour Ouais. les éléments de chauffage. On a déplacé ça en bas avec encore une fois un genre de système de bouton pression qui n'est pas ma préférence encore une fois, mais au moins c'est un endroit que je trouve est plus intuitif que derrière le volant caché. Oui, parce que l'information t'est livrée directement. Tu n'as pas besoin de t'étirer le cou pour voir à travers le rayon du volant. C'est un inconvénient du Kia EV9, ça, effectivement. Absolument. Et si, par exemple, tu dis, hey, voyons, je veux ouvrir, tu peux dire aux enfants derrière, hey, ouvre ça, et le petit vide-poche, ils ouvrent des 2 côtés. Une autre belle innovation au service C'est de fantastique. l'utilisateur. C'est fantastique, comme tu le dis. Sinon, je veux dire, on est exactement avec Kia dans le même genre d'interface. C'est une des rares interfaces que je peux utiliser, que je trouve pas désagréable à utiliser, même nativement. Même si tu ne branches pas ton téléphone Android ou Apple, je trouve que c'est une application qui est bien faite et on comprend que Hyundai et Kia partagent la même technologie. Oui, absolument. Bon, évidemment, la configuration intérieure n'est pas exactement la même. Tu as une console qui est flottante ici. Tu as différents étages pour ranger tes objets. Tu as des prises USB-C multiples. Il y a beaucoup de gadgets aussi. Mais je veux que tu me parles particulièrement du système V2L qu'on va retrouver là-dedans. Est-ce qu'on s'en sert vraiment de ça? Bon, écoute, moi, c'est disponible. Je pourrais utiliser ce genre de système-là qui, en fait, va utiliser la puissance de la batterie du véhicule Au voltage. pour pouvoir alimenter comme ça n'importe quel élément électrique. Ce que j'ai utilisé, c'est la prise qui se trouve dans le coffre. J'avais pas besoin de la prise V2L pour ça. Et ce que j'ai fait souvent, c'est que j'ai transporté tantôt un vélo électrique, tantôt une moto électrique. Ouais. Et pendant que je roulais, je chargeais à même la prise du coffre, mon véhicule électrique, tantôt le vélo ou encore la moto. Ah, OK. Donc ça, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur les modèles 2026 de l'Ioniq 9, ce n'est pas la prise conventionnelle que vous allez retrouver, ça va être la Non. prise Tesla pour les superchargeurs. Ouais, NACS. Et donc maintenant, au Québec, qu'est-ce qui est le plus pratique et le plus populaire? Les prises Tesla ou encore les prises conventionnelles du circuit électrique? Ça tend à changer, un peu comme les prises USB-C qu'on retrouve de plus en plus, alors qu'il y a quelques années, c'était des prises USB Ouais. dans les véhicules. là. Bien, tu vois, moi, j'ai fait le pari de dire, je vais prendre un véhicule 2025 parce que, notamment, il y avait la prise conventionnelle. J'avais déjà mon chargeur chez moi et si j'ai à utiliser un supercharger, bien, j'utiliserais un adaptateur plutôt que de faire l'inverse. Ouais, c'est J'utilisais ça. un adaptateur constamment pour le circuit électrique ou encore pour la borne que j'ai à la maison. Ben, parce que majoritairement, tu vas te charger à la maison. Exact. Pour ceux qui voyagent, c'est autre chose. Ouais. Puis il faut aussi savoir que c'est pas parce que tu as la prise NACS que tu as accès à toutes les bornes Tesla. Il faut aller valider sur le site de Tesla
quels sont les chargeurs qu'un autre utilisateur peut utiliser, c'est-à-dire un non-propriétaire de véhicule Tesla. Exact. Il y a une migration. Je pense que ton exemple est excellent. Tu es rendu un solide technophile. Oui. On va passer de USB à USB-C, Ouais. exactement comme on le fait avec les prises de recharge aussi, là. Bon, je te laisse maintenant relaxer parce que j'entends les petits moteurs du siège massant fonctionner et tu as l'air d'y prendre plaisir pas mal. Ça n'a jamais arrêté de la chronique. C'est une des chroniques les plus relaxes que j'ai faites. Ah ouais, et agréable, hein? Surtout parce que je suis là. Parlons des prix du nouveau Hyundai Ioniq 9. La gamme commence à 62 766 pour la version Essential à propulsion et monte jusqu'à 84 266 pour la calligraphie all-wheel drive, transport et préparation inclus. Notre modèle d'essai entièrement équipé affichait 84 516 incluant une peinture à 250 Côté paiement, un Ioniq 9 Essential à propulsion qui inclut la subvention de 2 000 financée sur 72 mois, revient actuellement à environ 1 500 par mois, taxes incluses, à un taux de 2,79 ou 769 par mois en location 48 mois, avec 20 000 km par année à 5,29 Pour la version calligraphie all-wheel drive qui n'est pas admissible aux subventions, elle coûte 1 473 en financement ou 1 180 en location. Le segment des utilitaires électriques à 3 rangées est encore très récent, donc la valeur à long terme reste difficile à prévoir. C'est pourquoi on privilégie souvent la location. Même avec un taux plus élevé, elle demeure généralement plus avantageuse compte tenu des incertitudes du marché actuel. Pour un VUS familial qu'on garde seulement quelques années le temps de transporter les enfants, la location offre aussi la tranquillité d'esprit puisqu'on demeure sous garantie et qu'on évite les soucis de fiabilité à long terme. Mais si on se fie au succès de l'EV9, on a tendance à penser que le Ioniq 9 gardera sa valeur intéressante sur le marché de l'occasion. Quels critères considérer pour l'achat d'un véhicule électrique usagé? Pensez à vos besoins, à l'autonomie nécessaire au quotidien et aux options de recharge. Sinon, vérifiez la garantie restante et les coûts d'assurance et vérifiez l'état de la batterie de traction, l'historique d'entretien, s'il y a des rappels ou des mises à jour logicielles et une inspection complète est toujours recommandée. C'est l'heure du débat, les gars. Est-ce que vous pensez que le Hyundai Ioniq 9 a des chances d'avoir plus de succès que le Kia EV9, qui a déjà un peu d'ancienneté sur le marché? Bien, la réponse, c'est non, parce que le Kia EV9 est arrivé au bon moment, alors que l'Ioniq 9 est arrivé trop tard. Alors, c'est sûr que le V9 est arrivé à une période où il y avait de grosses subventions, où les gens se battaient aux portes pour se le procurer. C'était aussi le premier dans le segment, parce que c'était le premier VUS de ce créneau-là à offrir autant de polyvalence, d'espace, d'autonomie pour un prix, entre gros guillemets, plus raisonnable, versus, disons, un Tesla Model X. Et évidemment, bien, l'Ioniq 9 arrive avec un peu plus de raffinement, d'aérodynamisme, avec une autonomie légèrement supérieure, mais avec une force de caractère qui n'est pas nécessairement la même. Alors, je pense que rendu là, ça sera une question d'allégeance, mais ça demeure pour moi une valeur super intéressante. Ce qui est dommage, c'est que plusieurs des versions ne sont plus admissibles au crédit à cause des nouvelles règles du programme Rouler vert. Mais aujourd'hui, en 2026, avec 2 000 de crédit, ça ne change plus grand-chose. Je trouve que le Ioniq 9, oui, c'est plus chic, c'est plus comparable avec un véhicule de luxe, en fait, que le Kia EV9. Je pense qu'il est mieux adapté à la vie familiale, aux enfants, etc. Le modèle que vous avez mis à l'essai avec la planche de bord, avec la finition là, qui ressemble un peu à un comptoir de cuisine, c'est peut-être un petit peu trop en termes de finition, c'est poussé un peu loin, mais on voit où est-ce que Hyundai veut aller avec ça et se différencier justement du Kia EV9. Alors, peut-être des chances d'aller chercher une clientèle qui est différente de ce côté-là. En fait, moi, je dirais qu'il y a un avantage principal au Ioniq 9, c'est évidemment la capacité de la batterie. Donc, c'est la plateforme eGMP2, la deuxième génération de la plateforme électrique de Hyundai Kia. Oui. Donc, il y a plus d'autonomie avec le Ioniq 9 qu'avec le EV9 chez Kia, mais c'est la seule différence en quelque sorte, là. Et personnellement, moi, je trouve que le look du Kia EV9 est nettement plus réussi. Surtout en blanc, ça lui donne un petit look Stormtrooper là, dans Star Wars. Ouais. Et moi, ça me plaît beaucoup. Mais dans les deux cas, que ce soit le V9 ou le Ioniq 9, je trouve que c'est des produits qui sont vraiment très intéressants, surtout si on compare à des marques de luxe, comme par exemple Mercedes-Benz, ils ont le EQS et le EQE, les deux VUS électriques, qui coûtent beaucoup plus cher et qui ne sont pas nécessairement plus intéressants comme produits
comme autonomie que ce que proposent Kia et Hyundai dans ce créneau-là. Pour le Ioniq 9, dans le fond, on pourrait parler d'un succès de produit en tant que tel parce que c'est bien assemblé et ça plaît. Par contre, le V9 est arrivé à l'avance, donc beaucoup plus de succès en termes de vente probablement. Votre verdict pour le Ioniq 9? Moi, je dis que c'est un pouce en l'air, définitivement. C'est un véhicule qui est super confortable, très silencieux, bonne suspension aussi. Alors, de ce côté-là, ça va faire le travail. Perso, je prendrais quand même un EV9 plutôt que le Ioniq 9, strictement pour une question de look. Ouais, feu vert, rendu là, moi, c'est une question d'allégeance. Est-ce que tu préfères le look, le côté plus raffiné du Hyundai? Si oui, vas-y avec ça. Mais c'est clair que si tu penses VUS électrique à 3 rangées de sièges, que ce soit Kia ou Hyundai, c'est eux qui mènent le bal en ce moment, même devant l'ensemble des constructeurs ou de marques de luxe qui prétendent avoir plus de performance, de luxe, de finition, de tout ce que tu voudras. C'est pas ça que tu veux. Ce que tu veux avoir, c'est un produit comme celui-là qui fait bien le travail à prix raisonnable. La semaine prochaine, au Guide de l'auto, on vous présente le Nissan Armada Pro 4X.